Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur de léviathans industriels, dans ces lieux où naissent les artères de notre monde moderne. Nous allons parler de la création des carrières à ciel ouvert, des vallées montagneuses créées de main d'homme, qui impressionnent par leur échelle et leur complexité. Ces excavations gigantesques dans la croûte terrestre témoignent non seulement de la puissance inégalée de la technologie moderne, mais aussi du travail de longue haleine de milliers d'ingénieurs, de géologues et d'ouvriers. Nous découvrirons comment ces structures colossales sont créées et quel rôle jouent dans ce processus de véritables titans de l'ingénierie, les excavatrices géantes. Préparez-vous à un récit sur l'échelle, la précision et la force impressionnante qui redessine le paysage de notre planète. Les plus grandes excavatrices de carrière, par exemple, les pelles à câbles électriques, peuvent peser plus de 1000 tonnes. Certains modèles d'excavatrices à roupelles, utilisés en Europe, atteignent un poids de plus de 13 000 tonnes et sont les plus grandes machines terrestres au monde. La création d'une carrière n'est pas un simple creusement de trous. C'est un processus extrêmement complexe, en plusieurs étapes, qui commence bien avant que la première excavatrice ne morde la terre. Tout débute par une exploration géologique minutieuse. Des équipes de géologues étudient pendant des années les entrailles de la Terre, forent des puits, prélèvent des échantillons pour localiser avec précision les gisements de minéraux, leur profondeur, leur qualité et leur volume. C'est une immense enquête policière où chaque échantillon de roche est un indice crucial. Quand les minéraux sont localisés, les ingénieurs et les planificateurs entrent en jeu. Ils élaborent un projet détaillé de la carrière qui couvre chaque aspect, de l'angle d'inclinaison optimale des parois et de la largeur des voies de transport au système de drainage qui évacuera l'eau. C'est un travail colossal qui exige des calculs précis, car la sécurité et l'efficacité de l'exploitation future dépendent de chaque détail. À ce stade, on décide de la forme de la carrière, de l'emplacement des terrasses, appelées des gradins, sur lesquels se déplaceront les engins, et de l'organisation de la logistique pour évacuer des centaines de millions de tonnes de roches. Après des années de planification, vient le temps de l'action. Avant d'atteindre les précieux minéraux, il faut enlever ce qu'on appelle les morts terrains, les couches de sol, d'argile et de roches stériles qui recouvrent le gisement. Cela peut représenter un volume de travail colossal, car l'épaisseur des morts terrains atteint parfois des dizaines, voire des centaines de mètres. C'est ici que les excavatrices géantes entrent en scène. Ce sont de véritables colosses, pesant des centaines, voire des milliers de tonnes, avec des godets de la taille d'une petite pièce, capables de saisir des dizaines de mètres cubes de terre en une seule fois. Elles travaillent en tandem avec les tombereaux miniers, d'autres titans capables de transporter plus de 300, et certains même 400 tonnes de charge en un seul voyage. Les excavatrices chargent les morts terrains dans les tombereaux, qui les transportent ensuite vers des décharges spécialement aménagées, créant ainsi de véritables montagnes artificielles. Le volume du godet de ces machines peut varier de 40 à 70 mètres cubes, et pour les plus grands modèles, jusqu'à 100 mètres cubes. Cela signifie qu'en une seule bouchée, une telle excavatrice peut soulever une charge équivalente à 100 tonnes de roches ou plus, ou contenir de 5 à 7 voitures. Si les roches sont trop dures pour être extraites directement par l'excavatrice, on a recours au sautage. Des foreuses perçant de profonds trous dans la roche, où l'on place ensuite des explosifs. Une explosion contrôlée fragmente la roche, la rendant accessible aux excavatrices. C'est une étape spectaculaire et extrêmement responsable, qui exige le respect le plus strict des règles de sécurité. Après le décapage des morses terrains, commence l'étape la plus importante, l'extraction des minéraux et la formation de la carrière elle-même. La carrière est exploitée par gradins, semblables à des escaliers géants ou des terrasses.
C'est fait pour assurer la stabilité des parois de la carrière et pour créer des plateformes de travail pratiques pour les engins. Sur chaque gradin, travaille sa propre armada d'excavatrices. Il peut s'agir d'énormes pelles de carrière à entraînement électrique, capables de travailler en continu pendant des mois, ou d'excavatrices hydrauliques qui se distinguent par leur grande manœuvrabilité et leur précision. Elles grignotent la roche, la chargeant dans les tombereaux en attente. Certaines excavatrices sont si grandes qu'on doit même les assembler directement sur le site d'extraction, au lieu de les livrer déjà montés. Imaginez le godet d'une telle machine. Il peut contenir une voiture, voire plusieurs. En 1 heure, un tel géant peut déplacer des milliers de mètres cubes de roche. La carrière s'approfondit par gradins, s'élargissant progressivement. Cela ressemble à une immense spirale qui descend dans les entrailles de la Terre. Un véritable balai de machines travaille en permanence. Les excavatrices creusent, les tombereaux transportent, les bulldozers nivellent les plateformes et les niveleuses entretiennent les routes en bon état. Parfois, pour les roches particulièrement tendres ou pour travailler dans des endroits difficiles d'accès, on peut utiliser des excavatrices à roupelles, des machines colossales avec une roue rotative équipée de nombreux godets qui grignotent la roche en continu et la déchargent sur un convoyeur. En 1 heure, une excavatrice géante peut déplacer de 4000 à 10 000 mètres cubes de roche. Imaginez combien de temps une personne ordinaire travaillerait à la pelle pour atteindre un tel résultat. L'ensemble du processus est accompagné d'un contrôle continu. Les géologues prélèvent constamment des échantillons de roche pour s'assurer que l'on extrait bien ce qu'il faut et que la qualité répond aux exigences. Les ingénieurs surveillent la stabilité des pentes, l'état des routes et la sécurité des travaux. Une carrière géante n'est pas un simple trou dans le sol. C'est tout un complexe industriel avec sa propre infrastructure. Pour assurer le fonctionnement ininterrompu d'une telle machine, il faut des milliers de kilomètres de routes pour les tombereaux, des systèmes d'alimentation électrique pour les excavatrices électriques, des ateliers pour l'entretien et la réparation des engins, ainsi que des bâtiments administratifs, des cantines et même des camps d'hébergement pour les travailleurs. L'évacuation de l'eau ou l'exhaust revêt une importance particulière. Dans de nombreuses carrières, de puissantes stations de pompage fonctionnent en permanence, évacuant les eaux souterraines et pluviales pour sécuriser le travail des engins et éviter les inondations. Sans un système de drainage efficace, la carrière se transformerait rapidement en lac. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers des usines de traitement, souvent situées juste à côté de la carrière. Là, il est concassé, enrichi, purifié, transformé en un produit fini qui part ensuite par wagon ou camion vers les consommateurs du monde entier. La vie d'une carrière n'est pas éternelle. Lorsque les réserves de minéraux sont épuisées ou que l'exploitation devient économiquement non rentable, la carrière est fermée. Mais cela ne signifie pas qu'on l'abandonne simplement. Les normes modernes exigent une réhabilitation, la restauration des terres perturbées. Les anciennes carrières peuvent être transformées en lacs, en parcs forestiers, en terres agricoles ou même en zones de loisirs. C'est un processus complexe et coûteux, qui est une partie importante d'une exploitation minière responsable. Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui reste au fond de la tasse pourrait alimenter des villes entières? Le marc de café, que nous jetons sans y penser, se transforme en biocarburant capable de remplacer le pétrole. Il fait déjà rouler des bus,
chauffe des bâtiments et est même utilisée dans la production d'emballages écologiques. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ressource est l'une des plus massives au monde et nous ne réalisons toujours pas sa véritable puissance. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment le simple marque de votre machine à café pourrait changer l'énergétique de la planète. Le marque de café, en volume aussi important que 50 millions de tonnes par an, est principalement généré par la production et la consommation mondiale de café. Pour comprendre l'échelle, en 2025, la production mondiale de café est estimée à environ 178 millions de sacs de 60 kg. Cela représente environ 11 millions de tonnes de grains. Les plus grands producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et d'autres pays où les plantations de café s'étendent sur des millions d'hectares. Après le traitement des grains et la préparation des boissons au café, il reste un déchet, le marque de café, qui représente environ 20 à 25% de la masse initiale des grains. Cela signifie qu'à partir de 11 millions de tonnes de café, on obtient environ 2 à 3 millions de tonnes de marque comme sous-produit. Une autre contribution majeure aux volumes totaux provient des cafés, des restaurants, des hôtels, des bureaux et même des ménages, qui consomment massivement du café chaque jour. Les grandes villes et les pays avec un marché du café développé génèrent des tonnes de marques de café quotidiennement. Par exemple, un grand café peut accumuler des centaines de kilogrammes de déchets par jour et les chaînes de café du monde entier des dizaines de milliers de tonnes par an. La collecte du marque pour un traitement ultérieur est organisée à la fois par des projets locaux, des entreprises de gestion des déchets qui collaborent avec des cafés, et par des entreprises à grande échelle qui créent des chaînes d'économie circulaire, un cycle fermé où le sous-produit devient une ressource. L'idée d'utiliser le marque de café pour produire du biocarburant est née en réponse aux défis environnementaux croissants liés à la combustion des énergies fossiles et aux problèmes des déchets de l'industrie alimentaire. Les premières recherches scientifiques dans ce domaine sont apparues au début des années 2000, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer le potentiel des déchets organiques pour la production d'énergie propre. Le marque de café, riche en huile et en glucides, s'est révélé être une matière première prometteuse pour la production de biodiesel et de biogaz. Entre 2018 et 2020, les innovations en biotechnologie ont commencé à mettre en œuvre plus activement les technologies d'extraction des huiles du marque de café usagé. En particulier, la méthode de transformation de ces huiles en biodiesel a été activement développée par des chercheurs de l'Union européenne et d'Amérique du Nord. L'une des percées a été la création de processus permettant d'utiliser l'huile résiduelle sans opérations chimiques coûteuses et complexes, ce qui a rendu la production de biocarburants à la fois économiquement viable et écologique. La transformation du marque de café pour alimenter ne serait-ce que 1000 réacteurs nucléaires sous forme de biocarburants ou d'engrais représente une industrie à grande échelle, avec un potentiel écologique et économique considérable. Lorsque le marque de café usagé arrive à l'usine de traitement, un processus technologique détaillé en plusieurs étapes commence, transformant ce déchet organique en un produit utile. Ces informations sont basées sur l'exemple de la start-up ukrainienne Rekava, qui est devenue l'un des leaders dans ce domaine, ainsi que sur d'autres initiatives écologiques modernes. La première étape est de récupérer le marque auprès de partenaires. Cafés, restaurants, bureaux, grandes chaînes comme McDonald's.
Un petit café génère environ 5 kg de marc de café par jour. Les grandes chaînes, des dizaines de kilogrammes. Il est important que le marc soit collecté et transporté rapidement pour éviter qu'il ne se détériore et ne dégage de mauvaises odeurs. Le séchage du marc de café consiste à l'étaler en une fine couche sur des claies de séchage spéciales ou des convoyeurs où de l'air chaud traverse le matériau. La température de séchage est généralement maintenue aux alentours de 55 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour détruire les micro-organismes et éliminer l'excès d'humidité, sans pour autant détruire les nutriments. Le marc séché devient moins acide, plus stable et plus compact à stocker, réduisant ainsi le risque de moisissure. Grâce à cela, le marc peut être conservé longtemps dans des conteneurs hermétiques sans que sa qualité ne se dégrade. La congélation est une alternative ou une mesure complémentaire, utilisée lorsque le séchage n'est pas pratique ou qu'une conservation rapide est nécessaire sans perte des propriétés fraîches. Le marc est placé dans des sacs ou des conteneurs hermétiques et congelé à une température de moins 18 degrés ou moins. Dans cet état, tous les processus biochimiques et le développement des micro-organismes sont stoppés, préservant les composants aromatiques, les huiles et la plupart des nutriments dans leur état le plus naturel. Lors de la décongélation, le marc de café ne perd pas ses propriétés et est apte à un traitement ultérieur. Avant la congélation proprement dite, le marc est souvent mélangé à des matériaux organiques neutres, où on y ajoute des conservateurs naturels, ce qui améliore sa texture et ses propriétés après décongélation. C'est important pour faciliter le transport et le stockage. Le marc de café contient des substances aromatiques, de l'huile de café et de petites impuretés. Les technologues de l'usine effectuent plusieurs étapes de purification pour neutraliser l'odeur, afin que les produits finis ne sentent pas le café, et pour éliminer les contaminants étrangers. Ils utilisent des méthodes de tamisage, de lavage et des traitements spéciaux. À l'usine, le marc est acheminé vers un équipement de broyage spécial. Il peut s'agir de broyeurs à marteau, à couteau ou à rotor, qui fonctionnent sur le principe de la fragmentation des particules. Grâce à la grande vitesse de rotation des marteaux ou des couteaux, le marc se transforme en une poudre homogène, à la granulométrie contrôlée. Il est important de respecter un degré de broyage optimal. Une poudre trop grossière compliquerait le mélange ultérieur et réduirait l'efficacité de l'extraction des substances utiles, tandis qu'une poudre trop fine pourrait nuire au débit de l'équipement et provoquer des émissions de poussière. C'est pourquoi on sépare les fractions nécessaires à l'aide d'un système de tamis et de filtres, et les fragments inadaptés sont renvoyés pour un nouveau broyage. L'homogénéité de la poudre assure une combinaison parfaite avec d'autres additifs naturels, par exemple de la coquille d'œuf ou de la fibre de maïs, pour améliorer la qualité du produit final, engrais, biocarburants ou emballage biodégradable écologique. Après la préparation du mélange, il est pressé dans un moule. Il peut s'agir d'un gobelet jetable, d'un pot pour semis ou d'un autre article. Le pressage permet de donner au matériau la forme et la densité souhaitées. Le produit fini est recouvert d'une couche protectrice naturelle spéciale, par exemple développée à base de maïs, pour augmenter sa solidité et son imperméabilité, tout en préservant son caractère écologique et biodégradable. Les articles sont séchés pour éliminer définitivement l'humidité, puis emballés pour la vente. Les déchets de production ne sont pas non plus jetés. L'extrait de café est utilisé pour l'aromatisation, l'huile de café pour le biocarburant, et les résidus sont mélangés à d'autres matières premières pour faire des engrais ou des pellets.
Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius,
Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux aux noms complexes, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants, des arbres qui ont survécu à des empires
et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs.
Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoias géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects techniques, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie,
alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines où l'on en fait du papier, du carton et bien sûr nos vieilles connaissances. Les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin. Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, où la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe la grume n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame,
qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarri arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaillent des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune. Le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur. Les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication.
c'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté. Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde. La continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement, et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement.
Ces orifices s'appellent des filières et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final. Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre microfissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais, transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières,
qui grandissent au rythme de la demande. Comment? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands, ils sont astronomiques. Et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes. C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide.
C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude. En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense.
L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa.